Allez, bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver. Je vais essayer de répondre aujourd'hui à une question piquante, mais écoutez, j'ai pour réputation quand même de ne pas avoir ma langue dans ma poche. Et du coup, je vais mettre les deux pieds dans le plat. Est-ce que je pense que l'alt season est sur le point de commencer? La réponse est oui. Est-ce que je pense que cette fois c'est la vraie et la bonne? Je pense également que oui, faisant écho à ce que j'ai déjà dit il y a plusieurs semaines de ça, en alertant sur la spéculation effrénée de ce démarrage un peu trop rapide, très visible ici sur les others, on va dire ici tout ce qui n'est pas dans le top 10. Donc ce démarrage un petit peu trop spéculatif qui sentait quand même encore un petit peu l'entre-soi et la réplique de 2021 qui, on le rappelle, était un bull market assez particulier quand même, donc sortie de Covid, inflation, injection monétaire à tout va post-Covid, des gens qui découvrent la spéculation et la volatilité, produits dérivés, Robinhood, etc. Bref, une folie furieuse de spéculation retail, pas très rationnelle évidemment. Et très sincèrement, donc, la sonnette d'alarme que j'ai sonnée il y a de ça là, quelques semaines, pour dire attention, je ne vois pas de choses bien nouvelles dans ce redémarrage hypothétique post-bear market qui en a suivi, puisque 2022, on l'a tous subi très très violemment, certains plus que d'autres. Moi, en tout cas, je l'ai vraiment subi de plein fouet, puisque mes objectifs graphiques sur le sommet de 2022 étaient légèrement plus hauts. Je rappelle, je visais 77 000 sur Bitcoin, un peu plus de 5002 sur Ether, pour les raisons de lecture graphique, moi tout simplement. J'aurais fait des take profit à ces niveaux-là. On ne s'est pas allé les chercher, on s'est cassé la gueule avant, et j'en ai donc souffert, puisque ce bear market a été très très violent. Comme d'hab, moi j'ai rien caché, je vous dis, tout comme je vous ai averti en 2018 du sommet et du crash qui allait venir, tout comme je vous ai averti en 2019 que maintenant que le crash s'était produit, il fallait y aller, tout comme je vous ai averti là-haut qu'attention, il fallait se calmer quand on atteindrait les targets. Malheureusement, je me suis planté, le marché s'est retourné juste avant, mais je vous avais quand même averti à l'époque qu'il fallait quand même take profit sur ces fameux niveaux qui n'ont juste pas été atteints. Bon, 2022, j'ai mangé malgré tout ce repli comme beaucoup d'entre vous. Peu nombreux sont ceux qui ne l'ont pas, qui l'ont vu venir, pour ne pas dire personne en fait. Bref, je vous ai averti derrière, track record à la pluie, en juin 2022, pour vous dire que face à tout le monde, j'osais poser encore une fois sur la table pour dire je pense que le bottom technique est là et l'avenir a prouvé que je ne m'étais pas planté. Hormis évidemment le petit rajout FTX en fin d'année qui n'a touché que certains tokens et pas d'autres. Une large partie pour moi des tokens de qualité ont fait leur bottom en juin 2022 et aujourd'hui tout le monde s'accorde à dire que c'était bien le point bas. Donc voilà. Là, il y a quelques mois, quelques semaines, je vous avertis du délire spéculatif et de la mandale qu'on va se manger derrière. La mandale, on l'a mangée. Et donc maintenant, on y est. Voilà. On a ce que j'avais dit déjà depuis plusieurs trimestres, qu'on aurait une recovery en K. C'est-à-dire qu'après la chute violente de 2022, on reviendrait dans les médianes et qu'ici, une sélection serait opérée afin de filtrer au sein d'un bruit spéculatif ceux qui vont remonter de ceux qui vont baisser. On a bien un cas, c'est juste que malheureusement, il aurait été beaucoup plus long que ce que j'aurais imaginé, puisque moi, à l'époque, je pensais que la recovery serait relativement rapide et qu'on passerait le plus clair de notre temps à plat. Bon, c'est faux. On a passé le plus clair du temps en bas, on est venu faire la recovery et on est là. Donc attention, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas passer du temps ici. Encore une fois, je ne time pas précisément ici en disant qu'on a probablement tous les éléments requis pour démarrer un bull market altcoin, j'entends bien, c'est-à-dire de l'innovation, pas juste recycler Bitcoin et Ethereum et les gros géants qui sont déjà installés. Donc ici, je parle bien de tout ce qui est autre. On enlève Bitcoin Ether. Bitcoin, on le rappelle, tendance séculaire, tant qu'il fait des creux sommets ascendants, arrêtez d'essayer de lutter contre la bête. Mais arrêtez d'essayer de lui prévoir des targets du futur non plus, si ce n'est l'effondrement du dollar. Je vous rappelle, les targets à 1 million sur Bitcoin, c'est tout simplement que le dollar ne vaut plus rien. Donc à ce moment-là, vous aurez peut-être d'autres problèmes à gérer dans la vie de tous les jours que la valorisation de vos bitcoins. Pareil pour Ether, on l'a dit pour l'instant malheureusement, heureusement, il y a toujours une tendance visible en vague 5 étendue, donc très pernicieuse, très chiante, et le plus gros des bénéfices est à venir dans la dernière vague qui s'extrapolera si et seulement si on casse le plus haut récent. Ce qui n'est pour l'instant toujours pas le cas. Donc attention à la marge d'erreur et à la gestion des risques spéculatifs. Ok, j'entends bien ici. Mais tout le reste, d'accord, c'est-à-dire si on parle bien ici d'un nouveau cycle crypto, qui peut ou ne peut pas évidemment démarrer comme ça tout de suite, mais pourquoi je pense qu'il y a des chances que ça démarre cette fois, et ça n'a rien à voir avec le halving et la cyclicité des 4 ans, ça a à voir au fait que je vous ai déjà dit que l'innovation crypto, pour ma part, n'avançait pas de façon purement aléatoire. Autrement dit, il y a un schéma qui se dessine et qui semble se dessiner de façon assez logique.
Enfin, logique pour ceux qui se creusent la tête, évidemment, et j'avais déjà essayé d'expliquer en long, en large et en travers mon système, ici construit sur des symétries. Bref, tout ça pour dire, le trilemme de la blockchain, c'est entre guillemets la symétrie fondamentale de l'écosystème crypto, c'est-à-dire que ce trade-off entre décentralisation, scalabilité et sécurité, personne ne le résoudra jamais. C'est entre guillemets la structure fondamentale de la symétrie, donc une symétrie de degré 3, ici, qui se constitue donc par des symétries à la fois axiales et rotationnelles. Donc j'ai construit ce modèle, voilà, pas de façon purement aléatoire, mais pour répondre à des symétries, probablement à l'ordre de l'extrapolation fondamentale, en fait, de nos cryptos. Pour dire qu'on ne vaincra jamais ce système-là, et que ça semble être le fondement même de cet écosystème. Arrêtons d'essayer de penser qu'on va résoudre le trilemme, pensons simplement qu'il va falloir l'équilibrer. Et pour l'équilibrer, sans vous la faire compliquer, il semble, c'est évident, sur ces symétries de degré 3, en fait, il y a généralement 6 mutations possibles, parce qu'il y a donc 3 rotations et 3 symétries axiales. Donc, bref, en faisant simple, sur un triangle, d'accord, vous avez 6 permutations possibles avec des rotations et des symétries axiales. Donc, je pense qu'il y aura 6 candidats pour équilibrer au mieux ce trilemme de la blockchain. Et ce que je vous ai dit, c'est qu'on construit à l'intérieur de ce trilemme dans un ordre qui est assez amusant. C'est-à-dire qu'on a construit d'abord l'axe de la sécurité, donc avec l'apparition d'Ethereum en 2018, qui est venu solidifier cet axe. Et aujourd'hui, les lois de Pareto sont suffisamment efficientes. Autrement dit, Bitcoin et Ether capturent à eux seuls plus de 80% du marché de la sécurité, laissant peu de place à un concurrent pour venir renverser cet ordre établi. Ça ne veut pas dire que les concurrents ne vont pas exister, ça veut juste dire qu'ils auront beaucoup moins de place relative que ne l'ont aujourd'hui Bitcoin et Ether. Donc l'axe de la sécurité, c'est joué. On a nos deux compétiteurs et les autres se bataillent sur les market shares restantes. Le bull run de 2021 était très axé sur les narratifs de la sécurité, on l'a vu, de la scalabilité, donc avec les problèmes de scalabilité face à la demande d'Ethereum, intervient la nécessité de développer à la fois des solutions de seconde couche et, on l'a vu, le florissage des Ethereum killers, des alt layer 1, tous plus rapides les uns que les autres. Et ici, on a vu donc toute la sauce, Move, etc. Donc avec les Aptos, machin, bidule, le Proof of History de Solana, avec la parallélisation des transactions. Et évidemment, donc aujourd'hui, eux-mêmes confrontés à leur même problème, c'est-à-dire Solana, ça ne peut pas scaler au-delà d'un certain niveau, et on n'est déjà pas très loin de ce niveau. Les écosystèmes verticaux ont effectivement du mal, puisqu'on voit effectivement la scalabilité elle-même a un plafond de verre. Et aujourd'hui, il semblerait quand même qu'après le bouillonnement culturel de la spéculation, deux types de candidats majeurs se soient aujourd'hui libérés. Il semblerait que l'écosystème Solana, avec sa parallélisation Proof of History, semble être aujourd'hui en passe de maximiser la capacité d'extraction verticale, donc le nombre de transactions par seconde dans une chaîne monolithique, sans faire trop de compromis sur les autres trucs. Maintenant, attention encore une fois à ceux qui vous vendent du rêve et des chiffres complètement irréalistes. Mais pour l'instant, Solana semble la plus à même, tout en continuant de progresser sur sa vitesse, de gagner cette bataille en termes d'infrastructure. Maintenant, il n'y a pas que la vitesse, parce qu'évidemment, comme on l'a dit, la vitesse nécessite des trade-offs. Mais en face, donc, pour solutionner la scalabilité, on a vu probablement ce qui est les solutions seconde couche. Ici, avec encore plein de trade-offs à venir, et beaucoup de recherches créatives là-dedans, entre les solutions optimistes et les solutions zero knowledge, diverses et variées, bref, etc. Donc, autrement dit, aujourd'hui, l'écosystème ici est formé, il va donc se solidifier. Et ça sera donc très intéressant de voir comment tout ça se solutionne. Mais il nous reste un axe, et je pense que c'est, je vous l'ai dit, cet axe qui va être étudié sur le prochain bull market. Et je vous ai toujours dit, c'est théorique. Évidemment, ce truc-là, je l'ai construit il y a déjà des mois, et c'est très théorique. Je peux tout à fait me planter, ça se trouve, ce n'est qu'une vue de l'esprit. Mais je pense encore une fois que ces symétries et ces rotations sont des permutations essentielles pour équilibrer notre écosystème. Je pense encore une fois que c'est le dernier bull run. Je ne le dirai jamais assez. Ça ne veut pas dire super cycle, etc. Tout ça. Je pense que c'est le dernier bull run crypto. Après, on aura un écosystème beaucoup plus résilient, beaucoup plus solutionné, c'est-à-dire qu'on va passer au cas d'usage mainstream. Ça veut aussi dire que les rendements délirants à 200x, machin, etc. seront probablement terminés derrière, puisque les effets de Pareto seront déjà installés. Donc, fini la destruction créatrice que certains adorent.
Voilà mon avis. Mais donc, il nous reste à solutionner le problème de l'interopérabilité. C'est-à-dire maintenant, nous avons des chaînes très sécurisées, nous avons des écosystèmes modulaires, avec donc des chaînes souveraines Alt Layer 1 hyper scalables et des Layer 2 hyper morcelés, donc qui fragmentent l'écosystème Ethereum. Donc, comment on fait pour interopérer tout ce bordel? Voilà, puisque c'est la question, et vous ne l'aurez pas manqué, pour ma part, c'est le narratif à venir. C'est-à-dire, là, loin des délires VC, là, de vous vendre le gaming et je ne sais pas quelle autre connerie j'avais pu voir circuler sur ce premier début de bull run très spéculatif sur lequel je vous ai alerté de la dangerosité de ne pas tomber dans ces narratifs momentum et de bien chercher là où se trouve la vraie valeur dans cette interopérabilité, de filtrer les narratifs pour chercher les bons mots-clés et qu'il fallait regarder tout ce qui est interopérabilité. Et il y en a beaucoup des choses, et c'est la raison pour laquelle j'enregistre aujourd'hui, parce qu'en l'espace de quelques semaines, on vient de voir énormément de choses se produire. DYDX nous sort la V4, de quoi ça parle? De cross-chain, partout. Aave va tout faire pour limiter la fragmentation de sa liquidité parce qu'ils se sont déployés sur plein d'écosystèmes et du coup la liquidité est fragmentée, il faut donc réagréger la liquidité depuis différentes sources. Concrètement, le problème d'Aave aujourd'hui, c'est de trouver une solution cross-chain, d'accord ? Eigenlayer qui vient de nous sortir 40 pages de white paper, donc voilà, attention, donc on va voir, pareil, là encore, il va y avoir un narratif d'interopérabilité à jouer au niveau de la couche Eigenlayer, sécurisé par le token Eigen et évidemment un peu d'Ethereum. Donc on va voir un petit peu tout ça, mais là encore, il y a des notions d'interopérabilité dans ce... alors pas vraiment dans le white paper, mais on va en parler plus tard. On a Layer 0 qui va lancer probablement son airdrop dans quelques jours, là encore, alors qu'il va passer sur sa V2. Donc, très important de regarder, là encore, Permissionless Interoperability. Très important de bien comprendre ça. Chainlink, son CCIP, ça fait déjà longtemps, lui, qu'il est parti. Il a été un peu parmi les premiers à partir, pour ma part, sur ce début de bull run, mais avec des vrais narratifs. Je vous rappelle, Chainlink, pour moi, la sortie de cette accumulation était magnifique. Donc, Chainlink, c'est pas un narratif à débile du tout. Mais voilà, lui a fait partie des candidats qui sont déjà partis, et comme on l'avait dit à l'époque avec la recovery en K, il a fait son travail. Il est bien revenu dans la médiane de son range. Donc pour ma part, Chainlink, c'est pas excessif dans le délire du pump and dump et autres conneries du genre. Attention quand même à la dilution du token. Donc ici, je reviens quand même sur les market cap. C'est hyper important. Mais vous voyez, même chose. On est revenu dans la médiane du range et on est bien en train de ranger en vue de la résolution. Si j'ai bien raison sur ce narratif, je pense que Chainlink n'aura aucun mal à faire partie des candidats qui ressortiront par le haut du K. Je vois mal Chainlink sortir par le bas. Maintenant, attention, il n'y aura peut-être pas de place pour tout le monde, mais je pense que les tokens qui vont monter sur ce cycle seront les tokens qui jouent sur l'interopérabilité. Et Chainlink a clairement une solution là-dedans. On en voit d'autres qui ont beaucoup parlé de ça. Je pense qu'on approche là aussi de l'airdrop de ZK5, qui va donc bootstrap son écosystème de chaînes souveraines Hyperchain et ou éventuellement des chaînes de Layer 3 qui se déploieront sous ces Hyperchains, reprenant très clairement la thèse de l'écosystème Cosmos, avec un bridging sécurisé par de l'Ethereum. Évidemment, là, le trade-off, c'est que le bridging sera lent, très très lent, évidemment, puisqu'il faut passer par des preuves sur le layer 1. Donc, évidemment, ici, on parle d'une interopérabilité trustless et permissionless. Mais permissionless, c'est pas tout à fait le cas, mais trustless, oui. Par contre, c'est lent, voilà, c'est très très lent. Mais c'est toujours beaucoup mieux, que je vous dis, que les bridges multisig qu'on a connus en 2021, dont la plupart se sont tous fait hacker. Et puis intervient donc la dernière pierre à l'édifice, l'arrivée, donc parce que on l'a dit et je ne le redirai jamais assez, le leader incontesté de l'interopérabilité, c'est l'écosystème Cosmos. La plupart de ceux qui ont produit des solutions d'interopérabilité ont toutes été inspirés de près ou de loin de l'écosystème Cosmos, qui est pionnier dans ce système-là et dans ce narratif-là depuis le début, en fait, depuis le white paper de l'écosystème Cosmos et les ICO en 2017. Concrètement, c'était déjà écrit noir sur blanc, c'était les pionniers à l'époque, et je vous le referai jamais, la thèse était simple. Pour pouvoir interopérer pour pouvoir interopérer des écosystèmes décentralisés, il n'y a pas 50 façons. Soit on utilise des trusted bridge, soit on utilise une settlement layer, donc comme le fait par exemple les Hyperchains sur Ethereum, qui n'est ni plus ni moins encore une fois qu'une tierce partie, soit la nécessité c'est de produire des consensus souverains et de les interopérer à la condition même que ces deux consensus se fassent confiance. Autrement dit, ici, la trust assumption, c'est je vois ton consensus, je sais ce que tu mets en risque dedans, est-ce que j'accepte ou non d'ouvrir un bridge avec toi? Si oui, ce bridge devient totalement trustless et permissionless. C'est-à-dire que des opérateurs externes peuvent venir connecter des light clients, autrement dit des petits nœuds, pour venir envoyer les messages entre ces deux chaînes. Et là, on peut avoir donc des relayeurs qui ne sont même pas validateurs. D'accord ? Donc ça, c'est la vision du Cosmos.
créer des chaînes souveraines, indépendantes, qui produisent elles-mêmes leur consensus. Et depuis, on a vu donc l'évolution de ces systèmes-là à travers donc des solutions de sécurité partagée, puisque ça, je vous l'avais dit aussi, le problème de l'écosystème Cosmos, c'est que cette interopérabilité native de consensus, elle ne peut se faire que s'il y a des niveaux de sécurité suffisants. Autrement dit, si la chaîne A veut parler avec la chaîne B, mais que la chaîne A a 17 milliards de consensus et que la chaîne B a 50 000 balles, concrètement, c'est très compliqué. Et on voit bien qu'il y en a un qui aurait une incentive économique à tricher quand il envoie ses informations à l'autre. Ou en tout cas, l'autre ne pourra pas exploiter toute la valeur de ces informations au-delà de 50 000 $ de collatéral maximum slashable. Autrement dit, c'est très difficile d'interopérabiliser des consensus s'il n'y a pas une homogénéisation des niveaux relatifs de sécurité. C'est là qu'intervient la vision de toute façon du Cosmos sur la sécurité partagée, drivée ici par le premier token de l'écosystème Cosmos, a.k.a. Atom. La sortie en 2021 des premières transactions IBC entre deux chaînes souveraines, puis l'arrivée de l'Interchain Security derrière, le hub qui réplique sa sécurité. Bon, on l'a vu, c'est un fiasco, puisque seulement 2 chaînes se sont portées candidates de l'Interchain Security V1, où il fallait répliquer la sécurité des 180 validateurs du hub. On a vu qu'effectivement, les coûts infrastructurels de 180 validateurs étaient assez prohibitifs pour la plupart des candidats. Intervient l'ICS V2, qui va donc être relâché, et ça a été annoncé là encore il y a quelques jours, au courant du mois de juin. Donc l'ICS V2 en production, qui va permettre ce qu'on appelle le Partial Set Security. Bon, là, vous aurez une vidéo probablement des cosmonautes pour vous expliquer tout ça. L'essentiel à connaître ici, c'est que, évidemment, maintenant, on va avoir un écosystème centré sur des validateurs. Un écosystème à la sécurité composite où les validateurs vont choisir ou non de valider certaines chaînes, ce qui permettra évidemment d'avoir une sécurité importante ou non, mais surtout ici d'avoir un peu plus de composabilité dans le set. On ne va pas nécessairement répliquer 180 validateurs. Mes calculs estiment que la plupart des chaînes qui se lanceront en PSS auront entre 20, 25 et 50 validateurs. Ce qui, ici, évidemment, retire significativement une partie du coût prohibitif des 180 validateurs du hub. Et donc là, probablement beaucoup plus de market fit, et ça se voit ici, effectivement, avec leur roadmap, avec donc déjà des candidats qui vont se positionner, et le gros pavé dans la mare, EigenLayer aussi derrière. Donc bref, très intéressant cette roadmap qui vient de sortir, donc pour dire, pour ma part, tous les candidats de l'interopérabilité sont là. Le narratif est clairement installé et l'arrivée de l'interopérabilité va permettre de résoudre des problèmes fondamentaux de la blockchain. D'une part, le fractionnement de la liquidité qui a été introduit par les différentes solutions de scalabilité face à un Ethereum saturé. Donc entre les alt layer 1 qui sont market fit, mais qui vont devoir interopérer leur liquidité, les différentes couches de layer 2 qui ont différentes infrastructures et qui ont énormément de mal à communiquer les unes les autres avec un Ethereum qui n'offre pas de finalité instantanée, l'écosystème Cosmos qui se bat depuis des années pour bootstrapper son écosystème interopérable, et qui aujourd'hui atteint les maturités techniques pour pouvoir se défendre, puisqu'on attend derrière l'ICS V3, qui est donc concrètement plutôt pour la fin d'année, la phase finale de tout ça, c'est-à-dire le Mesh Security et la sécurité composable de l'ICS V3, où concrètement, à ce niveau-là, normalement, chaque holder Atom pourra choisir lui-même à qui il délègue ses jetons sur des consensus externes. Là, on est sur la granularité à l'extrême. C'est-à-dire, concrètement, au début, c'est la gouvernance d'Atom en son entier qui sélectionne les consumer chains. Là, on arrive sur la CSV2, c'est les validateurs qui vont choisir indépendamment des autres de valider certaines chaînes ou non. Donc, on a beaucoup plus de composabilité. La CSV3, c'est carrément chaque holder Atom qui va pouvoir choisir quelle chaîne il veut valider ou non avec ses atomes. C'est vraiment la phase finale de la composabilité, c'est le vrai interchain capital. Dans ce cas-là, la sécurité sera homogénéisée grâce à de l'atome, mais c'est le choix de cette distribution des atomes dans l'écosystème sera fait au niveau de l'utilisateur. C'est une granularité qui sera sans commune mesure dans les autres écosystèmes. Donc bref, très intéressant encore une fois, cette roadmap de Atom, du Cosmos Hub, mais surtout, je pense, un vrai florissement à venir pour l'écosystème Cosmos en général, étant aujourd'hui une des solutions assez véloce sur cette sortie de bear market, puisqu'on a vu beaucoup de chaînes se déployer dans cet écosystème ici. Bref, on connaît les candidats, on connaît le narratif, l'interopérabilité va solutionner énormément de nos problèmes. Pour avoir une interopérabilité propre, il va falloir la jouer sur l'axe de la décentralisation. L'autre côté très important, et on y va de suite, c'est l'aspect privacy, et je pense qu'ici,
J'avais déjà sous-entendu ici à l'époque mon cher ami Monero, qui allait tenter éventuellement d'offrir des écosystèmes de scalabilité aussi en layer 2. Ça semble être un petit peu plus à l'arrêt. Alors c'est pas à l'arrêt, mais voilà. Je me pose surtout la question, puisque donc le pavé dans la mare est sorti il y a quelques jours de ça, avec le white paper d'Eigenlayer, qui est clairement très très intéressant. Alors je sors ici de délire spéculatif, du farming de l'airdrop et des autres conneries de ce genre, juste pour dire encore une fois, quand on lit et qu'on regarde ce que fait ce projet, je pense qu'il y a quelque chose de très très intéressant, donc, et notamment voilà, donc cette notion introduite d'intersubjectivity, qui n'est pas quelque chose de totalement nouveau, c'est le recyclage d'un truc qui existait déjà chez Anchor. Il y a de ça plusieurs années, ça fait déjà plusieurs années que cette technologie existe, simplement elle a été upgradée ici à un niveau pratiquement d'universalité, c'est-à-dire que là concrètement aujourd'hui, ce qu'Anchor pouvait faire dans son écosystème à la base, aujourd'hui Eigenlayer peut le faire pour n'importe quel type d'exécution, ce qui est quand même assez balèze, d'arriver à généraliser cette forme de gouvernance. Enfin, c'est pas de la gouvernance, c'est plus de dire, dans ce cas-là, le token Eigenlayer est là pour permettre le slashing de ce qu'on appelle des preuves subjectives, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas très Turing complete et que, entre guillemets, une machine ne peut pas vraiment comprendre ou vérifier et qu'un humain peut lui vérifier très rapidement. Dans ce cas-là, on utilise une forme de consensus social pour effectuer le slashing du collatéral, donc le protocole de sécurité est géré par ce consensus social qui est organisé autour du token Eigen. Donc Eigenlayer, je pense que c'est entre guillemets l'antiparticule de mon atome, que c'est l'antimatière de mes atomes, et que c'est concrètement ici que se trouve peut-être, je pense, un des narratifs qui va créer de la demande sur ce cycle, sur mon axe de décentralisation. Donc je dis, je pense que l'écosystème Cosmos va briller, étant le leader incontesté, ayant le moins de compromis à faire avec son écosystème décentralisé, face à tous les autres qui essaient de bridger leurs trucs comme ils peuvent, soit à grands coups de Chainlink, où on va construire des validateurs sets spécifiquement dédiés à l'interopérabilité, ou utiliser des bridges centralisés comme CCIP, où là encore une fois c'est Circle, donc c'est quand même pas très... Enfin, là on n'est pas du tout sur du trustless, et encore moins permissionless. Donc voilà, faire attention à ces trucs-là, ou des trucs comme Layer 0, qui sont encore une fois là aussi des chaînes dédiées à l'interopérabilité, des trucs comme ça, ou les scalabilités trustless mais lentes parce qu'elles utilisent la chaîne de settlement Ethereum. Bref, encore une fois, l'arrivée de l'interchain security, des blocs composables, je vous rappelle qu'ici on parle aussi pour la fin d'année de voir arriver probablement les mégablocs, c'est-à-dire de l'atomicité dans les chaînes de l'écosystème Cosmos qui sont sécurisés par des validateurs sets en overlap. Autrement dit, quand vous avez des validateurs en commun, vous allez pouvoir exécuter des transactions en parallèle. Donc là, pour faire écho à ce que fait Solana aujourd'hui, on est dans la parallélisation des transactions, mais avec de la souveraineté. C'est-à-dire que là, c'est pas, tu dépends de la Solana attitude. Ici, tu fais ce que tu veux avec ta blockchain et en même temps, tu peux exécuter en parallèle des autres. Donc, encore une fois, dit très balèze quand même. Donc des trucs super cool qui arrivent. Et je pense, donc je vous dis, que tous les prérequis sont là. D'un point de vue technique, comme on le voit chaque semaine, tout est bon. La dominance nous a fait un point haut. Les prérequis ici sur l'alt season en rythme annualisé sont là. Les meilleurs candidats se trouvent aujourd'hui en sous-performance, donc dès qu'ils démarrent, je pense qu'on a tout ce qu'il faut pour y aller. Évidemment, donc question de savoir ce que font les PP, FET, machin et autres trucs spéculatifs en leader. Je pense toujours que je vous dis qu'il faut retirer un peu la spéculation de cette première vague très délirante qui ressemble plus à 2021 qu'au prochain bull run. Et puis derrière, il faut faire baisser la dominance. Mais la dominance étant aujourd'hui avec des signaux, d'accord ? Je pense qu'on a tout ce qu'il faut. J'attends évidemment toujours la confirmation du rejet de la médiane mensuelle, mais clairement pour l'instant, à défaut d'eux, on est en hebdomadaire et on l'a déjà dit dans les briefs hebdo, on a tous les signaux ici. Bear, c'est cassure de support normalement à venir sur la dominance. C'est ce que suggère la lecture technique. Encore une fois, je vous redis, ce n'est pas une science exacte. Je dis juste qu'ici, pour ma part, les probabilités sont significatives pour dire, avec une confiance légitime, que je pense qu'on a tous les éléments pour démarrer ce bull run des altcoins, c'est-à-dire de l'innovation technologique. Pas juste faire monter Bitcoin et Ether, qui eux n'ont plus rien à prouver depuis très longtemps. Je pense que les solutions de scalabilité qui ont explosé sur le bull run précédent vont continuer de s'extrapoler, mais elles ne vont pas dans la stratosphère. Ce n'est pas là, à mon avis, que va se produire l'innovation réelle.
L'innovation réelle, elle, comme je vous l'ai dit, je pense qu'elle sera centrée cette fois au terme de nouvelles technologies d'interopérabilité qui vont libérer des cas d'usage très importants. Et je reclôture là-dessus. C'est à la fin de cette structure, quand on aura nos deux leaders de l'interopérabilité, probablement structurés sur des narratifs, de la décentralisation, probablement structurés sur le narratif de l'interopérabilité, un leader de l'interopérabilité et un leader de l'exécution d'environnements permissionnés / non publics. Et je jette mon pavé dans la mare, je prends des risques, vous le savez, j'ai pas peur. Donc voilà, je pense que le leader de l'interopérabilité, c'est l'Interchain Capital Atom et l'écosystème Cosmos. Je pense que le leader de l'exécution permissionnée privée, ce sera Eigenlayer qui en ressortira vainqueur. Ou peut-être Chainlink. Mais pour ma part, ce sont les deux leaders capables d'interopérer avec des consensus privés. Voilà, vous savez tout, je pense que ZK5 peut être intéressant aussi, mais je le vois difficilement arriver à produire quoi que ce soit, vu qu'Ethereum n'aura pas de finalité instantanée avant peut-être plusieurs années, et c'est même pas dit qu'ils y arrivent. Donc voilà, faisons très attention à tout ça, vous connaissez mes candidats, je pense que tout est sur la table, que la bataille sera rude. Il y a plein d'autres candidats, comme les Year Zero, etc. Donc je ne dis pas connaître la messe avant qu'elle n'ait été dite, mais sincèrement, ici, je pense que d'ores et déjà, ayant quand même fait beaucoup de recherches dans ces environnements décentralisés, je pense pouvoir, avec une confiance légitime, vous dire que ce sont donc les deux écosystèmes sur lesquels je vais passer le plus de temps sur ce bull run. Et c'est aussi ceux sur lesquels je pense que les plus gros rendements se trouveront. Par rendement, j'entends bien ici hausse réelle des market cap, d'accord, c'est-à-dire des hausses qui seront tenues derrière. J'entends bien qu'il est fort probable quand même que de fortes consolidations suivent si on va chercher des bulles spéculatives. Mais j'en suis pas sûr, parce que je vous dis, je pense que les niveaux de capitaux qu'on a atteints aujourd'hui sont relativement colossaux. Ça ne veut pas dire pas de correction, hein, je ne dis pas ça bien sûr, mais je pense clairement qu'on ne sera pas dans la nécessité de corriger de 90% les tokens derrière. Peut-être pour Eigenlayer, puisqu'évidemment, il va y avoir énormément de dilution dans les années à venir, puisqu'il n'y a même pas 5% du supply qui va circuler au début. Donc clairement, attention, hein, sur Eigenlayer, on est en phase VC, hein, donc ici, il ne faudra pas holder le token sur 20 ans. Pour ce qui est d'Atom, tout est dilué, je pense encore une fois, que c'est là que se joue le meilleur rendement du cycle. Je l'ai dit, je ne le redirai jamais assez, tout le monde me prend pour un débile avec l'écosystème Cosmos, tout comme vous me preniez pour un débile en 2018 quand je vous disais que le machin allait se péter la gueule, tout comme vous pensiez qu'on allait encore perdre 40% en 2019 quand je vous ai dit qu'il fallait commencer à s'y mettre, tout comme en 2021, je vous ai dit qu'il fallait attendre les take profits et que malheureusement, on s'est fait dégommer par les distributions. C'est dommage, c'est passé pas loin, hein, et moi le premier, encore une fois, les structures de distribution sont difficiles à prévoir. En 2022, j'ai été malheureusement pris à revers par ces liquidations en cascade, malheureusement, hein, on va dire ici, petite erreur de timing qui est passée pas loin, hein, Bitcoin est passé à quelques milliers de dollars de mes targets, et ce qui m'aurait mis dans un schéma beaucoup plus facile. Mais n'empêche qu'en 2022, en juin, je vous ai dit qu'il fallait arrêter d'être bear et qu'il fallait y aller et vous positionner. Et durant tout le démarrage de ce pseudo bull market, je vous ai averti des délires spéculatifs et de narratifs VC pas liquides et autres pump and dump artificiels orchestrés sur ce premier démarrage. Maintenant, il est clair et net pour ma part que tous les fondamentaux sont là pour démarrer un vrai bull market. La seule chose qui manque, c'est le démarrage des prix. Et je pense encore une fois que les candidats réels, les AV, les Atom, les Layer Zero qui ne sont pas encore sortis, les Eigen qui sortent à peine, ont encore fort à délivrer. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Pour moi, les candidats de ce cycle sont là. Certains sont plus spéculatifs que d'autres et mon exposition de capital y est donc plus ou moins grande. J'ai tout fait en transparence. Ça veut dire qu'évidemment, j'assumerai l'échec comme la réussite. Il va de soi. Voilà. En attendant, j'espère vous avoir partagé tout ça de manière claire et transparente. Et comme d'hab, je ne fais pas la musique une fois qu'elle a déjà joué. Tout a été fait en avance, travaillé depuis des trimestres avec vous pour identifier quels sont les écosystèmes qui vont fonctionner dans cette probable future bull run. Maintenant, attention à la spéculation. On est en plein dans la phase médiane du cas. Certains participants n'y sont pas encore.
Attention, je parle évidemment toujours de market cap. Pour ma part, Atom en market cap a bien rejoint la zone qu'il devait rejoindre. Maintenant, il est un peu bas, il devrait remonter à 5 milliards. Et après, comme je vous dis, on aura et on attendra la résolution de ce fameux cas. C'est-à-dire, une fois que vont s'amorcer réellement les nouveaux flux de capitaux, c'est-à-dire des nouveaux cas d'utilité qui sont ouverts et qui vont ouvrir de nouveaux cas d'utilisation business, et que cette utilisation business nous amènera la vraie adoption du cycle crypto. Pas recycler les mêmes personnes de 2021 avec leur délire spéculatif de manque de volatilité. Voilà mon sentiment. Je voulais la faire correctement. On est à 30 minutes, c'est dans l'habitude. Je vous souhaite à toutes et à tous une agréable journée. Bye bye.